Bonjour à tous. L'idée de la presse aujourd'hui, c'est déjà c'est centré sur l'observability, puisque c'est un peu le thème de la session sur ces 2 jours. Tout le monde connaît plus ou moins HAProxy, ou tout le monde utilise plus ou moins des load balancers à un moment ou un autre dans sa vie ou dans son infrastructure. Et l'idée, c'est d'expliquer un petit peu. Enfin, on sait que HAProxy est assez déployé, assez utilisé, mais des fois, on ne connaît pas toute la richesse qu'HAProxy peut vous fournir. Donc, on va faire un petit deep dive aujourd'hui. Alors, on va revenir un petit peu sur ce que c'est l'observability, etc. Un petit deep dive dans HAProxy pour expliquer pourquoi on est capable de remonter autant d'informations aussi propres, aussi nettes, et comment vous pouvez les exploiter, les utiliser. Quelques tips, quelques retours d'expérience, parce que c'est pas juste histoire de dire regardez, on fait des jolies choses, et c'est de dire elles ont été utilisées et vous pourrez les utiliser vous-même un peu plus tard. Et puis une conclusion, parce que on a toujours besoin de conclure à un moment ou à un autre. L'observabilité, bon, c'est pas embêté, on a pris celle de Wikipédia comme définition. Plus ou moins chacun a sa version. C'est plus ou moins lié, on verra ça après, au monitoring, mais pour moi c'est plus de l'étude de la variance des compteurs qu'on est capable de remonter par le monitoring, et donc de définir de déduire des états ou des changements d'état justement sur une infrastructure basée sur ce que le monitoring remonte. Monitoring, c'est juste pour moi savoir comment ça se passe. Et l'observabilité, c'est ce que je viens de dire, c'est plutôt de détecter ce qui ne va pas ou ce qui ne va pas aller et pourquoi. En gros, on monitore ou on supervise un système qui est d'habitude observable. L'idée, c'est justement de rentrer un petit peu là-dedans avec HAProxy. Pourquoi c'est important l'observabilité? Ça va vous permettre d'être un peu plus proactif que réactif. C'est-à-dire que souvent on attend que, Nagios maintenant c'est plus trop utilisé, mais bref, que l'outil qui polle le port 80 du serveur web remonte une alerte, et là on se dit mince, il y a un problème. Peut-être que si on avait observé un peu avant, on se serait rendu compte que le temps de réponse du serveur avait commencé à exploser il y a déjà 10 minutes, et puis qu'en fait la finalité qui est le port est tombé, le Apache ou le Nginx est tombé, c'est en fait lié à autre chose qui s'est passé avant. Donc c'est un petit peu ça le rôle de l'observabilité. C'est de détecter que le système est en train de déraper pour appliquer pour appliquer des contre-mesures un peu plus rapidement. Pourquoi le load balancer? Le load balancer en général, c'est une place centrale. Alors je vais parler des load balancers, on va oublier les Altéons, les trucs niveau 4 qu'il faut avoir du paquet, du LVS dans votre kernel, etc. On va parler plutôt des load balancers qui vont fonctionner en mode reverse proxy. On va définir ça après. Les load balancers en fait sont utilisés partout maintenant, aussi bien dans ce qu'on appelle le nord-sud, donc c'est-à-dire de l'externe vers la plateforme, que dans le est-ouest, c'est-à-dire les services entre eux. De plus en plus, on va parler de microservices, c'est-à-dire des services, on va taper un service frontal qui lui-même va taper sur le service login, sur le service catalogue, le service je sais pas quoi, pour construire la page et puis vous renvoyer le contenu en fait. Et en plus du Est-Ouest, on a un nouvel usage qui s'appelle dans les microservices le fameux sidecar. Alors c'est encore plus joli, c'est qu'on déploie carrément un load balancer par serveur d'application. Donc vous allez trouver dans votre container, dans votre VM ou dans votre machine physique, votre application .js qui, quand elle voudra parler à un service à l'extérieur, il n'ira pas se connecter à un load balancer, elle se connectera à un proxy qui tourne localement sur la machine, qui lui ira se connecter au service à l'extérieur. Donc on passe de load balancer quand on avait un monolithe à une dizaine quand on avait des microservices, enfin quand on avait des microservices, à quelques centaines, quelques milliers quand on va commencer à faire du sidecar. Donc ça nous fait quand même un certain point d'observation, un certain nombre de points d'observation assez intéressants. Par définition, le rôle du load balancer, c'est de savoir où se situent tous les services disponibles ou accessibles à un instant T. Pour ça, en fait, le load balancing va lui-même faire du monitoring. C'est-à-dire qu'il va être capable de faire des probes, d'envoyer un get sur un port 80, un port 443, faire tout ce que vous voulez. Enfin, il faut choisir le bon load balancer pour ça. Donc déjà, prenez-en un qui ait des fonctionnalités de health checking assez avancées, ou au moins qui soit scriptable. Ça vous permettra de prendre plus ou moins tous les protocoles possibles et inimaginables. Même si de plus en plus, HTTP devient la couche TCP, puis on fout tout sur HTTP. Donc en général, un check HTTP maintenant va suffire à beaucoup de protocoles. On verra aussi que les algos de load balancing
En parallèle à ce monitoring, le load balancer va aussi remonter énormément de statistiques. Posez-vous des questions si vous avez un load balancer qui remonte que 3 ou 4 statistiques sur une page status avec le nombre de requêtes depuis le début du process, tout ça. Un vrai load balancer doit remonter énormément de statistiques. S'il n'en remonte pas, c'est pas intéressant. Un des avantages de ça, c'est qu'il va pouvoir lui-même utiliser ces statistiques pour influencer les algos de load balancing et donc pour prendre des décisions de routage, pas au sens kernel du terme, mais au sens j'envoie la requête à tel endroit ou à tel endroit, de manière plus intelligente et surtout de manière à éviter les problèmes qui sont potentiellement en train d'arriver. Dernier point important, les logs. Si vous avez une ligne de log qui vous donne l'IP source, l'URL et puis voilà, dans votre load balancer, c'est complètement inutile. On va voir un petit peu après ce qu'on est censé attendre d'un load balancer d'un point de vue reporting dans les logs en fait. Hop, faut cliquer ou pas? Ah, c'est bon. Ah, pardon. C'est ça. Donc un load balancer en mode reverse proxy. Donc un reverse proxy, c'est assez simple. On a un client qui se connecte en TCP à un process, HAProxy. HAProxy se connectera avec une autre connexion TCP à un autre process derrière qui sera votre serveur d'application. Le client, ça peut être un navigateur web, ça peut être curl, ça peut être un autre Node.js ou un autre serveur d'application qui veut lui-même se reconnecter à un autre serveur d'application. On maintient 2 connexions TCP. Alors déjà, le premier intérêt, c'est que vous n'exposez pas la pile TCP de votre serveur qui peut être weak sur Internet. On a déjà vu des gens avec des 2IS 5, 6 sur Internet avec un HAProxy devant. Bah oui, mais l'avantage, c'est que le vieux Windows ou le vieux 2IS, lui, n'est pas exposé sur Internet, c'est HAProxy qui est exposé sur Internet. La presse d'avant était vachement intéressante d'un point de vue kernel et tout ça. Et en fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va tuner à fond la stack IP de la machine HAProxy, mais on ne tune jamais les stacks IP de tous les serveurs d'application qui sont derrière. Ça veut dire que si votre stack HAProxy, la stack TCP/IP de la machine HAProxy est propre, ce que vous exposez sur Internet, c'est propre. Ce qui est derrière, on s'en fout un peu. L'avantage, c'est qu'on peut parler IPv6, IPv4, il n'y a pas de translation, il n'y a rien du tout, c'est juste 2 connexions qui sont complètement isolées. L'avantage, c'est qu'on peut parler TLS 1.2, 1.3 sur Internet, faire du SSL v3 à l'intérieur, on peut faire tout ce qu'on veut. Dans la prochaine version d'HAProxy, on pourra faire du HTTP2, HTTP1, HTTP1, HTTP2, enfin voilà. La rupture protocolaire permet tout ça. Dernier point, on parlait ce matin, enfin juste dans la presse d'avant, on parlait des paquets. HAProxy, souvent les gens disent « Ah, HAProxy a reçu le paquet ». Non, HAProxy ne reçoit pas de paquet. Les paquets arrivent dans la stack TCP/IP de votre kernel qui les agrège et retourne à HAProxy du payload. Et donc HAProxy va avoir accès à un payload complet, donc du SSL, du HTTP, etc. Et là, on va appliquer les filters, tout ce qu'on veut dans la couche HAProxy. Donc tout ça pour vous dire que le load balancer, c'est vraiment la position stratégique, puisque lui, il va se comporter comme un serveur vis-à-vis du client et comme un client vis-à-vis du serveur. Et il a vraiment une position stratégique pour tout le trafic nord-sud ou est-ouest. Maintenant, c'est pas parce que nous on aime les load balancers, on en fait, qu'il faut utiliser que le load balancer pour superviser votre infra, évidemment. Il n'y a pas que des LB dans une infra, il y a des switches, il y a des routeurs, il y a des serveurs d'appli, il y a un peu tout ce qu'on veut, base de données, enfin bref, tout ce qui compose votre infra. Souvent, ce qu'il faut faire attention, on reviendra dessus dans la conclusion, mais je vais en dire un peu. Il faut faire attention à l'overdose en fait. Souvent on va se rendre compte que plus on monitore de choses, plus à la fin on se dit bah putain, tout est rouge, on sait même plus où est le problème. Donc faut vraiment faire attention à ça. Trop d'observabilité tue l'observabilité. Donc il faut savoir quoi monitorer. On reviendra dessus tout à l'heure un peu plus loin dans HAProxy. Il y a 2-3 trucs qu'il faut vraiment avoir sur un dashboard qui vont vous permettre de détecter des problèmes avant même qu'ils arrivent, des signes avant-coureurs en fait. Qu'est-ce que le load balancer permet de voir? Donc en mode reverse proxy, comme j'ai dit tout à l'heure, le load balancer va lui-même gérer la connexion TCP. Enfin, il va piloter le kernel qui va lui gérer la connexion TCP avec les différents acteurs, clients, serveurs, etc. On va avoir une vue réseau et applicative. Donc on va être capable de remonter des informations par rapport à la couche TCP, par rapport à la couche IP, par rapport à tout ça, et par rapport à la couche HTTP. Donc tout à l'heure, dans la presse d'avant, on parlait de L2, L3, L1, L2, L3, ça c'est votre kernel. L4+, ce sera HAProxy. On va pouvoir remonter différents types de problèmes grâce à tout ce que HAProxy est capable de remonter. Sur la couche réseau, donc des problèmes d'ouverture de connexion,
des problèmes de latence, d'augmentation de temps de réponse, des problèmes de connexion échouée, etc., etc. Tout ça, en fait, HAProxy va vous le dire. Le LB va voir aussi, en fait, des problèmes côté client. On verra tout à l'heure, j'ai un slide sur le CELAN. Le CELAN, je l'adore celui-là. Parce que le CELAN, tout le monde, il y a le feu, tout le monde cherche partout, puis d'un coup, le CELAN disparaît. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais HAProxy, il va nous le dire, on va le voir après. Donc le CELAN, quand c'est côté serveur, on le voit assez facilement. Le CELAN, quand c'est côté client, on n'a aucune info. On ne sait pas ce qui se passe. Ben, HAProxy va vous remonter des stats qui vont vous retourner ça, en fait. On va retourner des statistiques de temps de réponse par URL, par serveur, par tout ce qu'on veut. Enfin bref, on verra tout ça. On peut observer aussi donc, les variances de temps de réponse par nœud. D'ailleurs, c'est ce qu'on va préconiser aussi à un moment ou à un autre dans la présentation. C'est ce que j'expliquais en introduction, c'est que l'observabilité, c'est quand même la différence d'un compteur entre deux périodes. Ça permet de, par exemple, vous faites une mise à jour applicative, on se rend compte que le serveur d'application qui répondait en 10 millisecondes avant la mise à jour répond en 150 millisecondes. Bon, bah, on va aller regarder ce qui se passe dans l'application, puisque visiblement, depuis que c'est la mise à jour, ça a augmenté. Ça permet en fait d'aider les gens qui font le high test in prod, de voir tout de suite ce qui se passe. On sait qu'on a mis en prod la V2 de l'application sur le serveur 100, on voit que le temps de réponse sur le serveur 100 a décuplé. On peut faire un rollback assez rapide, on peut configurer HAProxy pour envoyer moins de trafic, etc. etc. Et puis comme on a les infos d'HAProxy, on sait que la nouvelle version ne marche pas bien. On va faire un petit deep dive dans HAProxy pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors déjà, ceux qui ne connaissent pas HAProxy, on leur a peut-être déjà expliqué, tu as vu HAProxy, c'est comme ça. C'est moche, y a plein de chiffres, on ne comprend rien. La ligne de log, elle est complètement imbitable, c'est pareil, c'est horrible. Donc normalement, dans à peu près 25 slides, vous direz, mais en fait, c'est génial. Enfin, j'espère, sinon c'est que j'ai raté ma presse. Pour moi, ça, c'est une mine d'or. Voilà. C'est riche, il y a plein de choses, et on va voir un petit peu comment on va pouvoir exploiter tout ça, sachant que tout ce qui est dans ce tableau-là, c'est vachement moderne, on peut l'avoir dans Prometheus, on peut l'avoir en JSON, on peut l'avoir en CSV, pour les sysadmins, parce que JSON, c'est DevOps. Bref, voilà. Donc comment accéder à mes fameuses métriques dans HAProxy, puisqu'on a vu qu'on en avait plein. Donc j'ai dit tout à l'heure, nous on va émettre des logs. Les logs, on peut les envoyer un petit peu partout sur le réseau. Sur la loopback, si vous avez un syslog local, mais on peut les envoyer dans l'ELK, du Splunk ou autre. On va vous fournir aussi, donc dans le répertoire contrib du code source d'HAProxy, il y a un petit outil qui s'appelle HALog. Je vais en parler pas mal parce qu'HALog, il est hyper puissant, hyper rapide. Il vous permet de traiter 1 ou 2 gigas de log d'HAProxy en 1 seconde à peu près sur une machine moyennement récente. Une partie du code est écrit en assembleur, c'est pour ça, ça va vite. Et il va remonter énormément d'infos en fait basées sur tout ce qu'on va retrouver dans les logs. Ça permet de transmettre, on va pouvoir aussi, quand on fait du trafic nord-est et ensuite on fait le trafic est-ouest, l'idée c'est que nord-ouest, nord-sud et est-ouest, l'idée c'est que le premier load balancer de la chaîne, celui qui prend la toute première requête, va générer un unique ID que vous allez être capable en fait de forwarder partout sur le réseau. Ce unique ID, évidemment, il faut que votre application le forward aussi. HAProxy le forwardera évidemment. Mais ça permettra en fait de tracer du tout début jusqu'à la fin tous les services par lesquels vous êtes passé, le temps de réponse de chacun des services, etc., etc., et de faire une jolie waterfall, un petit peu à la Firefox ou à la Chrome en fait dans leur module de traitement web. Tout ça on pourra l'intégrer avec des outils externes, open tracing, etc., etc. Alors dans les prochaines versions d'HAProxy. Mais on a déjà des gens qui se sont amusés à faire des collecteurs lignes de log HAProxy vers open tracing, etc. Les stick tables. Alors, les stick tables, comme leur nom l'indique, ça permet de faire de la persistance, mais les stick tables ont été très développés pour aussi faire du comptage. Donc, on va être capable de stocker une information dans un stick table, une valeur de cookie, une URL, un host header, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on est capable de choper dans le payload du client, et d'appliquer des compteurs dessus. Donc on verra après à quoi ça peut servir. Ça m'a déjà servi moi chez un client pour quand la bande passante sur une seule URL dépasse un certain nombre de gigabits, au lieu de faire du hash d'URL, je vais faire du round robin pour répartir la charge de cette URL sur plusieurs serveurs de cache, etc., etc. Donc on peut aller très loin en fait avec ça.
Donc, une connexion vient d'arriver dans mon kernel. Le kernel fait le SYN, SYNAC avec le client. Ça n'intéresse pas HAProxy. Quand la connexion a été complètement acceptée par le kernel va faire son petit interrupt, enfin, Ksoft IRQ, etc. On l'a vu ce matin, c'était joli. Et donc ça arrive dans HAProxy. HAProxy va vous loguer un premier timer, le TH. Le TH, en fait, c'est le temps pour tous les handshakes niveau 4 et supérieur. Alors aujourd'hui, on a 2 handshakes uniquement dans HAProxy niveau 4 et supérieur. On a le fameux proxy protocole, que vous connaissez peut-être, qui permet de chaîner des proxys entre eux. Et on a le SSL TLS. Donc à un moment ou à un autre, si vous voulez faire un audit de votre stack SSL pour savoir si votre clé 8192 RSA elle prend de la perf ou pas, bah, HAProxy vous dira, bah ouais, regarde, à chaque fois que j'en ai à calculer, je prends 4 millisecondes. Donc ça, vous l'aurez dans la ligne de log, en fait. Donc ça vous permet de savoir, en fait, déjà si votre aussi stack TCP est bien tuné. On va pouvoir ajouter des... Enfin, il n'a pas parlé des sysctl, mais il y a des SOMAXCON, des SYNBacklog, des trucs comme ça qu'on peut tuner aussi côté client, qui vont permettre d'améliorer les perfs aussi pour HAProxy, en fait. Donc en général, si on a des problèmes de TH, ça peut être lié à la taille de la clé SSL TLS. Alors quand on est entre nous, si vous pouvez utiliser aussi le CDSA. L'avantage HAProxy, c'est un petit aparté, mais HAProxy en fait est capable de gérer 2 clés différentes pour le même CNAME. C'est-à-dire que vous pouvez avoir www.domaine.com en RSA 2048, www.domaine.com en ECDSA, et HAProxy s'adapte automatiquement au client. Si le client ne supporte pas de cipher ECDSA, automatiquement, il délivre la clé RSA. L'avantage, c'est que la clé ECDSA met 10 fois moins de temps à calculer dans HAProxy que la clé RSA. Donc on fait un gain en perf de x10. Ça, c'est fini. Hop. Le manque d'entropie, ou si vous utilisez /dev /random au lieu de /dev /urandom sur les machines, on en a déjà vu. La perte de paquets côté client, tout ça, ça va impacter en fait le fameux TH. Après le TH, on va retrouver ce qu'on appelle le TI. C'est un temps idle. Le temps d'idle, en fait, c'est le temps d'inactivité quand c'est une connexion en mode keep alive, entre la requête d'avant et la requête qui vient d'arriver. Alors c'est intéressant de le savoir aussi, puisque des fois, quand des clients vont se plaindre de lenteur, on va pouvoir leur dire, bah oui, mais regarde, ta connexion, elle n'a rien foutu pendant 10 secondes et après, tu as envoyé la requête. Donc nous, on veut bien la traiter rapidement, mais si tu n'envoies rien pendant 10 secondes, on ne va pas pouvoir nous traiter quelque chose. Encore une fois, on verra après, ça permet de bien splitter toute cette partie-là. Le TI peut lui-même être affecté par différentes choses, des pauses côté client, des paquets perdus côté client, le réseau 4G, 3G, etc. Des gros postes qui doivent passer par des réseaux overlay, des problèmes de MTU, des choses comme ça, on en a tous vu. Donc tout ça, ça va affecter potentiellement le TI en fait. Un autre timer qu'on va retrouver dans la ligne de log d'HAProxy, le TQ, c'est le temps pour la réception complète de la requête. Quand vous voulez faire de l'analyse du body de la requête pour du SQL injection, etc., vous avez l'option buffer request. Ça va prendre aussi en compte ce temps-là. Sinon, par défaut, ça prend que le temps des headers. Encore une fois, ça peut être affecté par des pauses côté client, par des paquets perdus côté client et tout ça. Les mêmes effets, mêmes causes. Le temps de traversage HAProxy, on reviendra dessus. Aujourd'hui, on considère que c'est la vitesse de la lumière, mais c'est pas vrai. Mais on reviendra dessus parce que dans la version 1.9, j'ai un slide sur la version 1.9, il y aura des timers dédiés justement à cette partie-là. Il faut savoir qu'avant, c'était assez rapide dans HAProxy, on analysait la partie HTTP, on prenait une décision de routage, c'était parti et puis voilà. Le truc, c'est que de plus en plus, on fera tourner du LUA, des WAF, des bases de données de détection de device, des trucs comme ça qui vont prendre du temps, potentiellement. Et donc, les gens aiment bien savoir justement d'aller un peu plus loin, donc de dire, ok, bah voilà, on a perdu 3 millisecondes dans HAProxy, 2 c'était dans le WAF, 1 dans la device détection, et puis les quelques microsecondes qui restent, c'est le traitement d'HAProxy en lui-même. Donc ça, vous l'aurez dans la prochaine version. En attendant, on considère que HAProxy est rapide. Assez rapide, on va dire. on va retrouver donc le timer TW qui est en fait le temps passé par cette requête dans les files d'attente d'HAProxy. Donc HAProxy, pour ne pas saturer vos serveurs, est capable de gérer des files d'attente. Tout le monde ne le configure pas.
C'est le fameux paramètre maxcon sur la ligne serveur. Et donc, si jamais votre serveur est un peu saturé ou met du temps à répondre, le nombre de connexions va augmenter. HAProxy va arrêter d'envoyer trop de trafic en parallèle au serveur et va commencer à mettre des requêtes en file d'attente à son niveau. Et donc, vous saurez combien de temps la requête est restée en file d'attente grâce au TW. Le TW, donc, il est lui-même affecté par le maxcon sur la ligne serveur. Si vous mettez un maxcon à 10 alors que vous avez 1 million de requêtes secondes, évidemment, il va y avoir un problème. Le nombre de requêtes déjà en file d'attente, évidemment, plus il y a de requêtes en file d'attente, plus votre requête va elle-même rester en file d'attente avant d'être potentiellement traitée par le serveur, et évidemment le temps de réponse du serveur. Tout ça, ça va affecter le TW. Un autre timer qu'on va retrouver dans la ligne de log, le fameux TC, qui est le temps de connexion au serveur. Donc c'est le SYN/SYNAC, et quand vous faites du SSL, ça prend en compte le temps du handshake SSL aussi. Celui-là, on verra aussi, il est vachement intéressant, parce que des fois, on se rend compte que, tiens, on est sur un cloud public, et puis, dis donc, quand je fais le TC d'HAProxy, il monte à 20 millisecondes, alors que je suis censé être dans le même data center, quoi. Ouais, mais c'est un cloud public. Voilà. Donc, on va voir un peu à quoi ça peut être utilisé. Le TC va être affecté par différentes choses, notamment les paquets perdus côté serveur, évidemment, le handshake TLS côté serveur qui peut être lent, etc., etc. Le TR, donc ça, le TR, c'est le temps que votre serveur a mis à processer la requête, à traiter la requête et donc à générer la réponse, et à vous renvoyer une réponse complète. Alors quand je dis une réponse complète, c'est les headers HTTP complets. C'est-à-dire que le TR, HAProxy arrêtera de compter le TR à partir du moment où on a reçu tous les headers HTTP, et le payload lui-même n'est pas pris en compte dans celui-là. Le payload, il est pris en compte, après on verra. Donc le TR, il est évidemment impacté par la taille de la machine, par le type d'application, par le nombre de traitements en parallèle sur la machine, par les paquets perdus, par tout ça. Hop. Donc c'est le temps que le serveur a mis à générer la page. Ça on avait vu, voilà. Et donc en fait, on va avoir un dernier timer qui s'appelle le TD, en fait, qui est le temps que le temps de transition des données en fait entre le serveur HAProxy et le client. Le TD va être affecté évidemment par les paquets perdus avec le serveur, avec le client pour le coup, par la bande passante côté client. Et puis voilà. Alors ça, ce petit schéma me permet de faire un petit focus sur le TD là. Il y a un truc qu'on explique souvent en fait. Pourquoi HAProxy améliore les performances ou comment HAProxy améliore les performances de votre serveur d'application. C'est pas du marketing, c'est pas de la magie, c'est là. En fait, HAProxy fait du HTTP buffering, c'est-à-dire qu'il va lire la vitesse à la réponse du serveur et il la délivre à la vitesse du client. C'est-à-dire, alors tout ça c'est limité à la vitesse, enfin à la taille d'un tune.buffsize de la conf qui est 16 kg par défaut. La plupart des objets tiennent là-dedans. Si jamais vous avez besoin de plus gros, vous pouvez le tuner aussi. Mais l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que HAProxy va lire la réponse côté serveur, libère le slot de connexion sur le serveur et va réutiliser ce slot de connexion pour un autre client pendant qu'il est en train de streamer les datas vers le client. Donc on verra un peu plus tard dans la page de stats, on a un nombre de connexions côté client, on a un nombre de connexions côté serveur, et souvent il y a un gros ratio en fait entre le nombre de connexions sur le front-end et le nombre de connexions sur le back-end. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est plus ou moins la latence côté serveur et côté client. C'est-à-dire que si vos clients lisent les données 1000 fois plus lentement que le serveur les produit, et en gros vous aurez 1000 connexions côté client pour une connexion côté serveur. Donc ça améliore les perfs applicatives parce que pendant que nous on délivre au client, si le client il lit en 3 secondes la réponse, nous on va pas bloquer la connexion pendant 3 secondes sur le serveur. Pendant ce temps-là, on va réutiliser cette connexion pour envoyer d'autres requêtes d'un autre utilisateur, etc., etc. Donc ce qu'on expliquait tout à l'heure, les fameux maxcon qui permettent de protéger vos serveurs d'un trop nombre de connexions en parallèle et donc de traitements en parallèle. Souvent les gens ça fait peur parce que dès qu'on dit file d'attente, oui mais file d'attente je vais ralentir le trafic. Ouais mais file d'attente fait que aussi on sature pas le serveur, donc le serveur répond toujours rapidement, donc on peut nous délivrer toujours rapidement. Rien ne vous empêche de rajouter des serveurs en plus pour éviter de rentrer dans les files d'attente, mais en attendant comme le serveur tombe pas, comme le serveur répond rapidement, tout le monde est content à la fin. Donc il faudra utiliser aussi le paramètre connection reuse côté serveur, et dans les prochaines releases d'HAProxy on aura un vrai connection pooling qu'on n'a pas aujourd'hui mais qui va bientôt arriver.
Pour du gros trafic, on parlait tout à l'heure d'un changement d'algo de load balancing en fonction d'une bande passante affectée à une URL particulière. On va plutôt prendre du TCP splicing. Alors pour revenir à la presse de tout à l'heure, le TCP splicing, c'est quoi? On a HAProxy qui est en userland, on a les deux sockets qui sont côté kernel de ce côté-là. Les paquets vont arriver d'un côté, HAProxy va commencer à lire, puis il va dire, non, l'autre il va m'envoyer un mégaoctet de données, moi j'en ai rien à foutre, parce qu'on est obligé de les prendre, les copier en userland, les analyser, de les recopier de l'autre côté, puis de les renvoyer. HAProxy va savoir que dans le 1 méga de données, il va lire les en-têtes, il va analyser les en-têtes, et tout ce qui vient derrière, ça ne l'intéresse pas, puisque c'est censé être streamé en fait. Et ben, le HAProxy va dire au kernel, on peut faire du splicing, c'est-à-dire de la zéro copie. La donnée arrive d'un côté, le kernel va l'envoyer directement sur la socket de l'autre côté. Et donc là, on est capable d'atteindre des dizaines de gigas de bandes passantes à travers HAProxy, même si ce n'est pas HAProxy qui les stream. Dans le HAProxy, donc il y en a un dernier timer que je ne vais pas rajouter, mais il va s'appeler TT, comme temps total, qui sera en fait la somme de tous les temps passés. Donc, on a un petit peu teasé ce qui va arriver en 1.9. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus de gens rajoutent des composants lourds, de traitement lourd dans HAProxy, des composants Lua, de la device notification, des WAF, et que sais-je. Et nous, on est assez conservateur sur le temps de traversée d'HAProxy, sur les performances d'HAProxy, etc. Et donc c'est pour ça que certains timers vont être ajoutés. Donc comme je disais tout à l'heure, faites-nous confiance, ça va à la vitesse de la lumière. Maintenant, on pourra le démontrer, on peut dire bah oui, ça a été à la vitesse de la lumière, sauf qu'on a perdu 4 millisecondes dans le WAF, 8 millisecondes dans la base de device détection. Le script Lua qui fait papa-maman avec un web service à droite à gauche, il a perdu 2 secondes. Voilà. Donc tout ça, vous le saurez. On pourra aussi tuer des tâches qui prennent trop de temps. Ça va être bien. Et remonter les erreurs. Enfin, c'est vous qui configurez ça, évidemment. HAProxy, il fera que ce que vous lui dites. Et possibilité aussi de remonter des alertes quand la latence ajoutée a été trop importante. De dire, bah tiens, le script Lua, il a mis 4 secondes. Voilà. Donc, on remonte le problème. On va rentrer un petit peu dans la page de stats, puisqu'on était parti tout à l'heure d'une grosse page de stats. On va faire on va continuer le deep dive pour vous expliquer tout ce qu'on va retrouver là-dedans. On va retrouver différents timers sur cette page de stats. Alors là, les timers sont des moyennes sur les 1000 dernières requêtes, mais c'est déjà assez intéressant, assez parlant. Si vous voulez avoir des timers plus précis sur plus de requêtes, bah, vous prenez les lignes de log. Le but d'HAProxy, c'est pas d'agréger des compteurs sur 1 million de lignes, ça ce sera ELK, etc. Par contre, ces petits compteurs-là sont vachement utiles pour savoir un petit peu comment se comporte l'application en live et pour prendre lui-même des décisions sur les algos de load balancing, etc. Tous ces timers peuvent être logués et sont logués. Alors, peuvent être logués, je vais dire, parce que on en log 5. Les autres ont été rajoutés après, donc il faudra qu'on modifie la ligne de log. Mais si on modifie la ligne de log, il faudra aussi modifier le code assembleur de HALog qui va lire la ligne de log, parce qu'évidemment, ça ne marchera plus. Donc, on laissera Willy faire ça. Il est possible de configurer des timeouts sur certains événements. C'est-à-dire que, par exemple, le fameux TC, côté serveur, on peut très bien dire, bah moi, je veux pas mettre plus de 4 secondes pour connecter un serveur, et je trouve que c'est déjà long, mais 4 secondes, ça permet d'autoriser le kernel à faire un TCP retransmit, par exemple. Quand on est dans des environnements pas très fiables, on peut autoriser un TCP retransmit. Si le timer dépasse le timeout que vous avez configuré dans la conf, HAProxy retourne une erreur. Voilà. Donc il y a beaucoup de timeouts disponibles pour différents timers. Un autre truc que j'aime bien, c'est le code de terminaison. Le code de terminaison, on va le voir un petit peu plus en détail juste après. Ça vous permet de savoir comment s'est terminée la session. Est-ce que c'est bien terminé ou pas? Donc si elle s'est bien terminée, on est content. Si elle ne s'est pas bien terminée, comment elle ne s'est pas bien terminée? Pour qui l'a mal terminée? Quand? Etc. etc. Ça, c'est vachement intéressant. Encore une fois, le reverse proxy, on l'a dit, il est entre deux zones, entre des clients et des serveurs. Que les clients soient des browsers ou des services. C'est-à-dire que si à un moment, il y a un problème entre deux applications, les gens vont se battre en disant oh, ton application va fermer la gueule. Non, c'est la tienne qui a répondu trop lentement, blabla. HAProxy au milieu. Et puis comme ça, vous savez qui a fermé, qui n'a pas fermé, qui a répondu dans les temps, etc. etc. Vous aurez exactement les informations de
comment dire, est-ce que c'est le client qui a fermé, est-ce que c'est le serveur qui a fermé, est-ce que c'était pendant la phase de header, la phase de connexion, la phase de data, est-ce que c'est HAProxy lui-même qui a fermé parce qu'un timeout a été rencontré. Il n'y aura plus une erreur. Si votre trafic passe par HAProxy, il n'y a plus une erreur sur le réseau sans qu'HAProxy vous donne une raison. C'est fini. Et évidemment, on log un moins quand tout s'est bien passé. On va retrouver des filtres dans l'outil HALog qui vous permettra de retourner tout ça. On va retrouver aussi les codes de distribution HTTP sur la page de stats. Alors ça, en général, vous avez déjà tous des stats là-dessus. Là, l'avantage, c'est que quand vous avez 150 serveurs web derrière HAProxy, bah, vous les avez à un seul endroit. Il n'y a pas besoin de s'embêter à agréger les stats de 150 serveurs. Mais maintenant, les gens commencent à avoir 10 serveurs HAProxy, donc il faut commencer à agréger les stats d'HAProxy aussi. L'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir observer aussi la variance des types de status code retournés par les serveurs d'application. Vous faites une mise à jour d'application, puis on se rend compte que d'un coup, boum, on retourne du 302 tout le temps. Tiens, oula, on a oublié de désactiver le return du SSL, des choses comme ça. En tout cas, ça encore une fois, c'est l'observabilité, c'est la variance de tous ces compteurs-là dans le temps. On fait une mise à jour, on a changé un firmware sur un switch, on s'en est pas rendu compte, dis donc, tiens, on fait que des 502, HAProxy se prend des erreurs et il retourne des 502, etc., etc. Tout ça, vous le saurez en fait. Une autre métrique à superviser, les files d'attente dans HAProxy. Les files d'attente, si vous voyez une connexion en file d'attente, il faut déjà s'inquiéter. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien côté serveur. Alors quand je parle de côté serveur, ça sort de la carte réseau d'HAProxy, de la machine HAProxy, jusqu'à votre serveur et ce qu'il y a derrière le serveur, potentiellement la base de données, etc. À partir du moment où il y a une requête en queue, il faut déjà commencer à regarder ce qui se passe. Mais HAProxy va vous remonter ce genre de truc. C'est une des métriques principales à avoir dans vos dashboards. L'autre métrique principale étant le nombre de requêtes qui se terminent mal. Donc toutes celles qui ne sont pas en moins. Les gens ont des dashboards Kibana qui leur permet de grapher. Tiens, d'un coup, il y a un truc qui explose. On a pris un pic de pas moins. Ça veut dire qu'il y a eu des erreurs côté client, côté serveur. On ne sait pas encore. Parce qu'on va aller voir le deuxième dashboard qui va nous dire si les erreurs étaient côté client, côté serveur. Donc voilà, c'est les deux dashboards pour moi qui sont primordiaux à voir quand vous avez un HAProxy quelque part. La taille des files d'attente et le type de code d'erreur retourné par HAProxy. La ligne de log qui sera générée par rapport à une requête qui sera passée en file d'attente va aussi comporter des informations. Dans la ligne de log, vous saurez combien de temps, on l'a vu tout à l'heure, le TW, vous êtes resté en file d'attente. Mais surtout, vous allez savoir aussi combien il y avait de connexions dans la file d'attente avant que la vôtre ait pu être traitée. C'est-à-dire que si vous savez qu'il y avait 1000 connexions et que chacun de vos serveurs est capable de prendre 500 connexions en parallèle, potentiellement, vous en rajoutez 2 dans la ferme et vous aurez plus de problème de performance. Donc ça permet de faire un petit peu de capacity planning. Les algos de load balancing sont importants dans un load balancer. LOL. En fait, la manière dont les requêtes vont être distribuées vers vos serveurs va aussi, en fonction des compteurs que vous allez observer, va aussi vous donner des indicateurs. Quand on fait du round robin, en théorie, tous les serveurs vont recevoir le même nombre de requêtes. Ça veut dire que s'il y en a un qui a plus de connexions concurrentes à un instant T, potentiellement, il va beaucoup plus lentement que les autres à traiter les requêtes qu'il reçoit. C'est le petit carré rouge. Donc là, on a un algo de round robin qui a dû être appliqué, et on voit qu'au maximum, il y en a un, il est monté à 508 traitements en parallèle. Donc on peut se poser des questions sur ce qui a bien pu se passer à un instant T sur cette machine. Tout ça, vous l'aurez aussi dans la ligne de log. Dans la ligne de log, on va retrouver le nombre de traitements qu'il y avait en cours sur le serveur au moment où cette requête est arrivée. Ça permet aussi le fameux célan, de savoir si le célan, ça arrive quand j'ai 2 requêtes sur le serveur ou quand j'en ai 500, parce que ce n'est pas du tout le même célan. 2 requêtes, célan sur le serveur, il y a un problème de code, clairement. 500 requêtes, c'est lent sur le serveur, il y a un problème de scalabilité. Quand on fait du listcon, l'idée du listcon, c'est justement d'envoyer le plus de requêtes au serveur qui a le temps de réponse le plus rapide. Ça permet de masquer certaines latences serveur côté client. Et donc là, pour le coup, c'est le nombre de requêtes totales traitées qu'on doit regarder. Si on était en listcon sur les stats qu'on a là, potentiellement le serveur 2 est beaucoup plus rapide, enfin beaucoup plus rapide, hein, ça reste petit, mais beaucoup plus rapide que les autres. Donc il faudrait regarder sur les 2 autres.
Le taux d'erreur, donc HAProxy, on l'a dit tout à l'heure, va remonter plein de choses. Parmi ça, il va remonter du taux d'erreur. Ça va être intéressant pour savoir ce qui se passe. Encore une fois, le taux d'erreur global est à superviser, évidemment, à monitorer. On va pouvoir voir si, quand on fait des mises à jour quelque part, pas forcément applicatives, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des switches, ça peut être tout ce qu'on veut. Si le taux d'erreur se met à exploser, on sait qu'il y a quelque chose qui a changé. Il faut aller regarder ce qui a bien pu se passer. Les taux d'erreur par serveur. Encore une fois, quand vous allez vous prendre un tweet en disant ah, regardez, l'application machin, j'ai des erreurs. Ouais, mais il n'y en a qu'un qui a une erreur. Est-ce que l'erreur elle vient du serveur sur lequel il s'est connecté, puis c'est le seul à avoir gueulé sur Twitter? Ou est-ce que c'était n'importe quel serveur, mais c'était uniquement cette URL-là et c'était le seul à utiliser cette partie de l'application à ce moment-là? J'en sais rien. Enfin voilà. Encore une fois, des erreurs, ça arrive. L'important, c'est d'observer cette variance. Dans le temps, c'est ça qui fait l'observabilité. On va pouvoir aussi utiliser les stick tables pour ça, parce que dans les stick tables, on peut traquer des error rates, etc., par la clé que vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous soupçonnez certains utilisateurs de faire des bêtises, vous pouvez dire très bien, ils ont un cookie ou ils ont un JWT, on va extraire un truc du JWT, on va le stocker dans la table et on va compter les erreurs par ce genre de clé unique utilisateur, par IP source aussi si on veut, enfin bref. Et en fonction de ça, vous pourrez prendre des décisions. Les error rates, l'avantage des error rates, c'est que si vous avez aussi un WAF derrière, ça permet de compter les 403 retournés par le WAF et puis dire tiens, bah lui ça fait 8 requêtes, 8 403 générées par le WAF, à mon avis il n'est pas clean. On peut le dégager avant que ça rentre dans le WAF, au bout d'un certain temps. Parce que le WAF, encore une fois, c'est lourd. Et donc, plus on en enlève avant le WAF, mieux c'est. Encore une fois, l'idée, c'est pas de regarder une valeur absolue. On peut très bien avoir 1000 erreurs à la seconde. Ça peut être normal quand on a 1 million de requêtes. Voilà. L'important, c'est de regarder la variation. Si j'ai 1 million de requêtes par seconde, que j'ai 1000 erreurs et que d'un coup j'en ai 10 000, ça reste petit, mais il y a un problème. Quelque chose est en train d'arriver. On va revenir un petit coup sur la ligne de log, puisque depuis tout à l'heure, je vous dis, bah ouais, toutes ces infos sont dans la ligne de log. On a vu en introduction que la ligne de log, c'était plein de chiffres, plein de trucs, on ne comprend rien. On va retrouver en rouge nos fameux timers, dans l'ordre TQ, TW, TC, TR et TT. Voilà, donc il y en a 2 ou 3 qui ne sont pas dedans, comme j'ai dit. On va retrouver ensuite le status code HTTP, on va retrouver le nombre d'octets qui ont été transférés entre le serveur et le client, dans ce sens-là. On s'en fout un peu des octets qui rentrent. Le fameux termination code en bleu. Donc là, par exemple, on a un S majuscule D. Donc je peux vous dire que c'est le serveur qui a fermé à la tête d'HAProxy pendant la phase de données. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un problème côté serveur sur cette requête particulière. On peut avoir un S minuscule, ça voudrait dire qu'il y a un timeout côté serveur qui a matché. On peut avoir un H, ça veut dire que c'était pendant la phase de header. Souvent, quand vous avez un S majuscule H, ça veut dire que le Node.js a planté derrière. Bref, ou autre. Hein. Je dis Node.js parce que j'aime bien ce truc-là et je fais planter tout le temps. Je suis nul en Node.js. En fait, il me retourne à chaque fois des exception not handled ou un truc comme ça, je sais plus, bref. Donc s'il y a des gens qui savent faire du Node.js, je suis preneur. Ensuite, les codes de cookies. Donc quand on active la persistance, alors de moins en moins on fait de persistance, mais quand on en active, HAProxy va vous loguer aussi. Est-ce que le client est venu avec un cookie valide ou pas? Est-ce que le cookie avait expiré ou pas? Est-ce que j'ai dû moi-même insérer un cookie parce qu'il n'y en avait pas ou que le serveur était tombé, etc., etc. Vous saurez exactement ce qui s'est passé. Le fameux nombre de connexions, donc le premier chiffre, c'est le nombre de connexions sur le front-end, le deuxième sur le back-end, le troisième sur le serveur. Il y en a 5, il m'en manque un. Bref, le quatrième, je ne sais pas. Donc, j'ai dû en manquer un entre les deux. Le cinquième chiffre que vous voyez, c'est le nombre de retries. Donc quand HAProxy essaye de se connecter à un serveur, si le serveur ne répond pas d'un point de vue TCP, il va réessayer quelques fois. Donc vous aurez ce compteur-là qui va s'incrémenter aussi. On parlait tout à l'heure, quand HAProxy commence à traiter des files d'attente, enfin mettre des requêtes dans des files d'attente, on va retrouver en fait le nombre de requêtes qu'il y avait en file d'attente sur le back-end, le premier chiffre, sur le serveur, le deuxième chiffre. Pourquoi on fait la différence? C'est que si vous avez besoin de persistance, la file d'attente, elle est affectée au serveur, évidemment, puisque vous êtes obligé d'aller vers un serveur. Si vous ne faites pas de persistance, la file d'attente, elle est globale sur la ferme. L'avantage, quand vous ne faites pas de persistance, c'est que vous activez les maxcon côté serveur. Si un serveur atteint son maxcon, automatiquement, il est exclu de l'algo de load balancing. Il ne recevra pas de trafic jusqu'à ce que la pression redescende, en fait. Évidemment, on va loguer des headers. On a dû loguer là le header host. On peut loguer tout ce qu'on veut.
d'achat proxy. Il y a énormément de fetch disponibles qui permettent de récupérer des infos que vous pouvez vous-même rajouter dans la ligne de log. Alors le petit tip du jour, quand vous rajoutez vous-même, donc il y a une directive qui s'appelle log format qui permet de formater votre propre ligne d'achat proxy. Mettez vos informations à vous entre curly brackets, parce que le code assembleur qui va aller lire la ligne va chercher les curly brackets pour le dernier curly bracket fermant pour ensuite lire l'URL. Donc en gros, tout ce qui est dans cette partie-là, il s'en foutra. Mais vous pourrez l'avoir dans votre ELK, etc., etc. Alors, quelques petits tips. Souvent, on nous dit, ouais, les lignes de log, à loguer, tout ça, ça prend de l'espace, ça coûte cher. Alors, c'est Willy qui a fait ce slide. Comme ça, je lui laisse la primeur. Mais ça ne coûte pas si cher que ça. Avec des disques de quelques téras d'aujourd'hui, on peut loguer quelques mois de trafic d'achat proxy. Quand vous avez 20 000 requêtes par seconde. C'est à peu près l'ordre de grandeur qu'il a pris. Évidemment, quand on est Criteo, qu'on a 1 million ou je ne sais pas combien de millions de requêtes, c'est un peu différent l'échelle. Mais voilà. Encore une fois, la ligne de log d'achat proxy est extrêmement riche. On va voir sur le slide d'après que même si vous avez trop de trafic, vous pouvez toujours faire du selective logging. D'ailleurs, je n'ai pas montré, mais il y a un petit truc avant. La petite ligne de log, la petite ligne de conf HAProxy vous permet là de loguer 5% du trafic, par exemple. HAProxy va générer un random. Si le random est inférieur à 5, il log. Si c'est supérieur à 5, il log pas. De même, on va pouvoir nous-mêmes décider de ce qu'on veut loguer. On log rien du tout sauf les erreurs. Ça, c'est un truc qu'on peut activer par défaut facilement. On peut loguer uniquement si c'est, tiens, on sait qu'il y a un problème dans /catalogue, on va loguer que le trafic de /catalogue. Ou de dire, bah tiens, on sait que cette IP source, c'est le trusted qui doit nous tester le site et donc nous remonter le temps de réponse et tout. Donc lui, on va tout loguer, mais les autres, on s'en fout, on log que les erreurs. Enfin, on est capable de faire tout ça, en fait. HAProxy est assez flexible. Vous pourrez aussi loguer les informations de la stick table dans la ligne de log. Donc j'ai expliqué tout à l'heure, dans mon use case, en fonction de la bande passante, bah pour savoir, je voyais par quel back-end j'étais passé, si j'avais changé d'algo de load balancing, puisque un algo de load balancing affectait un back-end, dans mon cas de bande passante, j'étais capable de loguer, bah ouais, bah ça y est, j'ai dépassé les 10 gigas sur cette URL, c'est pour ça que je suis basculé sur le round robin et puis sur le hash. Donc tout ça, on est capable de le loguer. D'autres choses avec HALog. Alors déjà, malheureusement, il n'est pas très bien documenté. Je crois même qu'il est un peu documenté en français. Bon, ça nous arrange à nous. Mais en fait, moins help, ou sinon, bah, après, il faut aller lire le code. C'est un super outil, mais c'est vrai qu'il faut qu'on le documente un peu plus. On peut facilement trier les URL par temps de réponse, les serveurs par temps de réponse, par type d'erreur, on l'a vu tout à l'heure, etc. L'idée, c'est quoi? C'est que nous, on ne va pas régler votre problème. Par contre, souvent, ce qui se passe, ce qu'on explique aux clients ou aux utilisateurs, si on va dire, vous avez mis 1 heure à régler un problème, vous avez peut-être pris 45 minutes à troubleshooter, à savoir d'où ça venait dans une infra quand vous avez des centaines de machines, encore plus quand vous en avez Amazon, Google, machin, et tout ce que vous voulez. HAProxy va vous réduire ce scope-là, parce qu'HAProxy va vous dire si le problème était devant, derrière. S'il est derrière, est-ce que c'est une URL, peu importe le serveur? Est-ce que c'est quelques serveurs, tiens, bah, ils sont dans un DC particulier, il y a un problème sur ce DC-là, etc., etc. Les lignes de log sont vraiment riches pour ça. Quelques use cases, quelques retours d'expérience véridiques. Le fameux Ceylan, que je parlais tout à l'heure, moi je l'adore. En général, Ceylan, tout le monde cherche d'où ça vient. On va regarder dans les ELK, les machins. Bon, souvent, on sait à peu près, parce qu'on sait que c'est toujours cette application-là qui a été développée par le stagiaire, qu'on n'a pas encore eu le temps de réécrire. Mais il y a des endroits où tout est développé assez bien, mais d'un coup, il y a un Ceylan, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis d'un coup, pendant un quart d'heure, d'un coup, le Ceylan disparaît. Et puis, bah ouais, mais on est en retard sur le code, on est en retard sur les déploiements, sur l'automatisation, tout ça. Donc tant pis, on va se concentrer sur ce qu'on est censé faire. Puis le Ceylan, bah, quand il reviendra, on regardera. Grâce à HAProxy, vous allez pouvoir savoir si le Ceylan, comme j'ai dit tout à l'heure, était côté client, côté serveur. Si le Ceylan, il est côté applicatif, base de données, etc., HAProxy va vous donner tous les indicateurs qui vont vous permettre de retrouver ça. HAProxy ne va pas régler le problème à votre place, par contre. Dans certains cas, ouais. Quand on utilise des maxcon qui permettent d'éviter d'utiliser des serveurs saturés, quand on fait des retries, quand le serveur refuse des connexions, etc., on peut faire le retry la milliseconde d'après, si on veut, sur un autre serveur, etc. Là, on va pouvoir masquer quelques problèmes. Un autre use case que j'aimais bien, le fameux central injoignable. Donc, on jetait chez un client qui n'avait pas encore mis HAProxy en prod.
et le client était connecté à Maubeuge dans un magasin et il cherchait mon nom dans la base de données client et au bout de 10 secondes, la caisse enregistreuse retournait centrale injoignable. De l'autre côté, j'avais le développeur de l'application qui disait « Ah ben ça c'est un problème de réseau, c'est commun, le réseau doit être tout pourri ici ». Bon, évidemment ça commence à se battre un peu, bah, je dis bah attendez, juge de paix, HAProxy au milieu, donc on déploie HAProxy devant les serveurs d'application, on refait la même requête. Au bout de 10 secondes, la caisse enregistreuse qui dit serveur injoignable. Moi, je dis bah si, la ligne de log, elle est là. J'ai bien vu la requête arriver. Par contre, le serveur, il a mis, lui, 50 secondes à répondre. Donc, le problème, il est là. Le truc, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient oublié d'enlever un mode debug dans la base Oracle ou un truc comme ça. Enfin, le coup classique. Un autre aussi, un client en Suède qui nous appelle pour du prof service. Ouais, on a un problème à HAProxy, tout ça. La machine a plein de CPU, plein de ressources et on dépasse pas 20 000 requêtes HTTPS par seconde sur une machine. C'était en 2015, 20 000 c'était déjà pas mal, mais il y avait genre 50% de la machine qui n'était pas utilisée et ils s'inquiétaient de savoir d'où ça venait. Donc je vais en Suède, c'était sympa. La bouffe est dégueulasse. Bref, mais c'était sympa. Et en fait, on passe tout notre temps à essayer de tuner le bordel, à regarder tout ce qui se passe. Rien, on améliore rien. Puis à un moment, je fais bon, bah, comme c'est souvent, moi je viens du monde du réseau, c'est le câble neuf qu'on n'a jamais branché en fait. On le branche, on se dit ça marche forcément, il est neuf, il sort du paquet. Ouais, mais tu l'as jamais branché, tu ne sais pas s'il marche. Donc tu remplaces par un vieux qui marche et tu vois que ton câble en fait était pourri. Et ben là, c'était ça. Je dis bon, bah, on va aller regarder un petit peu HALog, le percentile des TC, et puis on se rend compte que de temps en temps, le TC augmente jusqu'à 30 millisecondes. On est sur un LAN, dans un data center, avec du Cisco 6500 et quelques à l'époque, de la grosse machine qui va vite. Pourquoi le temps de connexion, le SYNCINAC, met du temps. Donc en allant analyser de manière plus verticale, on se rend compte que c'est quand le trafic augmente, le TC augmente. Ah, bien, c'est marrant, c'est pas censé arriver. Et puis je dis au gars, bah, tu vas me faire un petit dessin de tes switches, là, tout ça. Root bridge c'est ton 65 000, super. Tu peux faire un show spanning tree. Ah merde, ils avaient une maintenance ou je sais pas quoi, et le root bridge était un switch 24 ports coincé dans un coin du data center, ce qui fait qu'en effet, quand le trafic montait, et ben, le trafic, c'est le genre de site où vous avez une requête en entrée qui génère 50 requêtes derrière. Ça démultiplie le trafic et le root bridge était saturé et droppé du paquet à tout va. Et donc, en fait, on a juste bougé le root bridge sur le switch qui était censé le faire. Et d'un coup, HAProxy s'est mis à bien marcher. C'était assez rigolo. Willy a eu la même expérience chez un autre client où, en gros, il y avait une fibre abîmée entre switch 1 et switch 2. Et ils s'en sont rendus compte aussi en analysant le TC de connexion entre les machines HAProxy et les différents serveurs d'application. Et ils se sont rendus compte que les machines marchaient bien dans ce sens-là, puis quand ça devait croiser, ça marchait dans certains cas et pas dans d'autres. Et en allant regarder la conf de l'Ether Channel, ils se sont rendus compte qu'il y avait un hash qui était sur l'adresse MAC, et en débranchant la fibre, le hash envoyait tout sur une seule, et d'un coup, tout s'est mis à marcher. Donc ils se sont dit, tiens, la fibre, elle est pétée. Bon, voilà. Et tout ça grâce à HAProxy. On est quand même très très haut dans la couche userland, mais on est capable de voir tout ça. Un autre cas sympa aussi, alors maintenant ça n'arrive plus parce qu'on déploie plus rien à la main, donc voilà, mais ça devait arriver à l'époque où on déployait encore à la main. La stack SSL qui était pas configurée pour utiliser des vues random, HAProxy qui remonte pareil, des TC qui explosent parce que la machine a saturé son dev random, il n'y a plus rien qui sort d'entropie. Et donc le TC augmentait uniquement pour ce serveur-là. Et le client ne comprenait pas. Donc encore une fois, quand on sait qu'il y a un serveur qui pose problème, on peut l'éjecter de l'algo de load balancing, ça permet de réduire la pression, et on peut analyser tranquillement le problème. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, moi j'en ai une pour vous. Est-ce que c'est plus clair la page de stats et la ligne de log? Oui, presque. On a 2 questions. Merci déjà. J'utilisais HAProxy depuis un petit moment, comme tu sais. Il y avait un truc qui était assez pénible avec la page de stats, c'est que quand tu montais le NBproc, tu avais les stats que du process en cours. Est-ce que c'est toujours le cas? Je n'ai pas vérifié. Ouais, mais maintenant tu as NBthread. Ah. donc, alors, les threads marchent très bien dans la 1.8 et ils marcheront encore mieux dans la 1.9. Il va y avoir un gros boost de perf.
Il y a déjà un gros boost de perf avec la 1.8, mais dans la 9, ça va être encore autre chose. En fait, la 9, ça va être une release technique dans laquelle il y a beaucoup de choses du cœur qui sont revues en fait, pour faire de la place pour HTTP2 côté serveur. Et la partie thread a notamment bénéficié de tous ces changements. Donc ouais, on a des clients qui démarrent 20 threads, et tu fais un poll de page de stats, et tu as tous tes compteurs là-dedans. Cool. Après, alors juste pour revenir, si vraiment tu veux du NB proc, il y a Thierry Fournier, le gars qui a développé le Lua dans HAProxy, avait redéveloppé aussi un wrapper pour la page de stats qui te permet de se connecter à tous tes sockets et donc te retourner une page de stats agrégée directement dans HAProxy aussi en Lua. Donc ça, c'est ce que je cherchais, ça. J'ai encore 2 mini-questions, je fais vite. Le support HTTP2, Ouais. Ça, c'est... Côté client, il est clean Ouais. dans la 1.8. Côté serveur, il sera clean dans la 1.9. On espère tout de suite quand elle va sortir, mais disons début de l'année prochaine. Ok. Le deuxième, je l'ai oublié, mais je voulais... À la bière tout à l'heure. Tu avais une question? Effectivement, j'avais une question, mais ça a été posé par Béand concernant NB Proc. J'en ai une autre suite à un entretien récent où, dans les infras que je déployais, j'aimais bien mettre la terminaison SSL sur le HAProxy puisque c'était plus simple. Et j'ai eu un débat pendant l'entretien parce qu'il considérait qu'en fait, vu qu'il y a une consommation importante lors de la terminaison SSL, vu que généralement tu as beaucoup de back-end, il était plus pertinent de distribuer la terminaison SSL sur les différents back-ends plutôt que la centraliser sur les HAProxy, pouvoir mieux équilibrer la charge. Tout dépend en fait. Alors c'est vrai que plus on en met dans le load balancer, plus on recrée un. Alors c'est pas un SPOF, mais c'est un single point of perte de performance, on va dire. Non, on a des clients, enfin je veux dire, on a des clients Booking.com, etc. qui ont du gros trafic et qui font du SSL dans HAProxy. C'est juste le NBProc à ajuster ou le NBthread, etc. Aujourd'hui, HAProxy, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux être dual stack. C'est-à-dire tu peux avoir la clé ECDSA, la clé RSA pour faire du SSL. Ça te permet d'avoir la compatibilité avec les vieux clients qui ne supportent pas le CDSA, et ça te permet d'avoir la performance de l'ECDSA aujourd'hui. 90% du trafic Internet le supporte. Donc ton process qui pouvait calculer 1000-1500 clés par seconde, d'un coup il en fait 15 000 en ECDSA. Donc tu as plein de trucs comme ça. Tu peux aussi faire quand tu fais du Perfect Forward Secrecy, tu peux avoir un deuxième process HAProxy sur une autre machine qui peut faire un resume de la clé qui a été générée par le premier, parce que tu peux partager des secrets entre tes machines HAProxy qui te permettent de faire du resume, etc., etc. Il y a énormément de choses qu'on peut faire dans la stack d'HAProxy. On pourra faire l'année prochaine, on pourra faire tuner la stack SSL d'HAProxy, mais non. J'étais hier chez Criteo et ils m'ont dit qu'ils étaient impressionnés. Ils remplacent des gros boîtiers au logo rouge par entre 2 et 4 machines HAProxy, pour te dire. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une petite question concernant l'observabilité, justement. Donc, nous, on utilise HAProxy on change de back-end en fonction de l'URL. Oui. On avait activé le Keep Alive, enfin, il était activé par défaut et les back-ends avaient la bonne idée de le supporter. Sauf qu'à un moment, quand on change de back-end parce qu'on change d'URL avec la même connexion, HAProxy fait un TCP reset, mais on n'a rien dans les logs, on n'a rien nulle part, donc on a eu du mal à trouver pourquoi ça ne marchait pas, et on a dû vraiment regarder au niveau du wire, quoi. On a dû vraiment faire des TCP dump, et on n'a aucune trace de ça dans les logs. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce qu'il y a des métriques quelque part là-dedans qu'on pourrait trouver? Parce que dans les logs, on ne voyait rien du tout, en fait. Le TCP reset est normal pour HAProxy. En fait, si tu fais pas un TCP reset, si tu demandes juste un fin, ton port il va rester bloqué au niveau du kernel pendant 1 minute fois je sais plus quoi, et donc tu ne pourras pas le réutiliser. C'est-à-dire que si tu fermes pas la connexion que tu n'as plus besoin avec un reset, ta connexion reste inutilisable pendant un certain temps, ce qui fait que tu ne pourrais pas monter à plus de 65 000 connexions par seconde sur cette IP de destination particulière. Mais ce qui se passait chez nous, c'était que le client recevait TCP reset, mais HAProxy ne l'indiquait pas dans les logs qu'il fermait une connexion Keep Alive, quoi. Le HTTP t'autorise à fermer n'importe quelle connexion après n'importe quelle réponse. Si HAProxy envoie un reset en plein milieu de la réponse, c'est pas normal, il va forcément le loguer. Par contre, si HAProxy envoie un reset à la fin de la requête, à la fin de la réponse, pardon, c'est complètement normal. D'accord, mais ici c'était vraiment au début de la question d'après, en fait. Donc on pose une question qui va vers le serveur A, le back-end A, puis en étant dans la même connexion, on va sur le back-end B. Ouais, mais là tu changes de back-end.
Ouais, et donc là, Pour HAProxy, mais là, on n'avait aucune visibilité au niveau HAProxy, au niveau des logs, etc. Quoi. Ah bon, on peut en parler après si tu veux. Ouais. Il y a une question devant. En fait, c'est pas vraiment une question, mais plus une réaction par rapport à un changement de boîtier au rond rouge qu'on a fait aussi chez Webedia. Nous, on monte jusqu'à 1 milliard et demi de requêtes par jour. Et clairement, le seul tuning qu'on a dû faire sur les HAProxy, ça a été d'utiliser plusieurs process, un peu de sysETL, et pour s'assurer on a fait un balancement de charge sur 2 serveurs différents. Mais on n'a pas eu à s'arracher les cheveux pendant plusieurs mois pour ça. Et là-dessus, HAProxy nous a bien remplacé ces bons gros boîtiers consommateurs. De ressources, tu veux dire? De ressources tant humaines que, on va dire, électriques et réseau. Ok, ben merci beaucoup, Mathilde.